La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Mouls. Samedi 25 novembre, soyez les bienvenus à notre table du samedi, une heure où les plaisirs papillesques, les découvertes gourmandes auront tous les honneurs. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Semaine très chaude sur le front des classements gastronomiques. Après le Gomio la semaine dernière, le Guide Rouge nous a dévoilé son palmarès 2018. Des étoiles, surtout flamandes cette année, tout comme l'année dernière d'ailleurs. Évidemment, le marronnier du moment, quel crédit encore accordé à ces guides face à une concurrence féroce sur la toile notamment. Nous en parlerons. Nous parlerons aussi, Carlo, je sais que vous aimez ça, de nos fromages belges. Avec deux passionnés. Bon. Michel Verlinden, bonjour. Bonjour Sophie. Critique gastronomique, journaliste gourmand, épicurien. Vous êtes allé zioter ce qui se passe chez nous. Ça bouge beaucoup. Et vous venez de commettre un ouvrage en duo, Fromage d'artisan en Belgique, avec... Faut-il encore le présenter, maître Julien Hazard sur un arbre perché? Non. En studio, Julien Hazard, fromager affineur. Bien, vous nous ferez découvrir toutes ces pépites que l'on retrouve chez nous en Belgique. On peut vraiment le dire, la Belgique, le pays du fromage? Un des pays du fromage. Eh bien, nous en parlerons. Et puis, découverte, Carlo, de toute autre chose, nous irons au Japon. Le Japon, pour l'occidental, peut offrir bien des découvertes gourmandes. Nicolas Lehmann, notre collègue, journaliste, Bonjour revient. Sophie, bonjour Carlo, bonjour à tous. Oui, je reviens d'un pays fascinant. Ouais. Ça fait des siècles que les Occidentaux sont fascinés par le Japon et c'est pas pour rien. Il y a vraiment de très bonnes choses à goûter. Moi, je vais peut-être me concentrer sur les choses plus étonnantes qu'on connaît un peu moins. Évidemment, ici, une expérience unique, bousculante, voire interpellante et réduisant aussi, vous allez nous l'expliquer Nicolas, notre rapport au goût, aux saveurs et aux traditions. Il est 11h07 les amis, place de la gourmandise et uniquement de la gourmandise. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. Guide Gomio, Michelin versus site web, plateforme dédiée aux avis gourmands, la bataille des classements, Carlo fait rage, entre inspecteur anonyme ou pas, avis postés par des critiques qui n'en sont pas vraiment, comment s'y retrouver dans cette jungle? On en parle ce matin. Alors on va d'abord un petit peu revenir sur les classements et sur les méthodologies des guides les plus on va s'en tenir, sinon on ferait l'émission là-dessus. On va s'en tenir au Gomio et Michelin. Alors comment est-ce qu'ils travaillent ces gens? Ou en tout cas, comment est-ce qu'ils disent qu'ils travaillent? Parce que effectivement, on ne peut pas trop connaître de l'intérieur. Gomio, il y a 25 inspecteurs, et j'ai mis des guillemets, qui sont bénévoles. C'est-à-dire, ce sont des gens, des gourmands, qui vont au restaurant de toute façon, qui payent leurs additions sur leur denier personnel, mais ils reçoivent une petite pige, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un petit billet de 50 ou même un petit peu plus pour rédiger un rapport. Et alors, de ce rapport sortent des notations et des prix divers, le meilleur prix plaisir, le meilleur italien, le meilleur asiatique, la plus belle terrasse, les plus belles chiottes. Non, il n'y a pas les plus belles chiottes. Le chef de l'année. Ça, c'est vraiment important pour Gomio. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend, le chef de l'année. Cette année, c'est Éric Fernet de Génie à Émilie, un chef qui, par ailleurs, a aussi 2 étoiles au Michelin. Et effectivement, ça a été un petit peu stigmatisé parce qu'on s'est dit, tiens, on a pris un chef qui a déjà 58 ans et qui est connu pour être un parangon. J'y suis jamais allé. Oui, c'est à Beaudour. Voilà, à Beaudour. J'y suis jamais allé, mais son communiqué de presse que j'ai été repêché nous dit que c'est un parangon de classicisme. Moi, ça m'intéresse plutôt. J'aime bien ce genre de cuisine. Et qu'il n'utilise pas les basses température, qu'au lieu de mettre un thermomètre, il met son doigt. Et voilà, donc on est content de l'apprendre. Mais c'est bien. Excusez-moi, c'est marqué dans le communiqué de presse, pas inventé. Comment travaille le Michelin? Alors, donc, ces inspecteurs, ils sont bénévoles chez Gomio, et ce sont des gens, ils tournent, ils font chacun 50, 70 restaurants par an. Donc voilà. Et normalement, ils sont anonymes. Enfin bon, ça c'est pas... Gomio se bat pas vraiment là-dessus sur le côté anonyme des inspections. Alors, Michelin, c'est des salariés. Donc, c'est des gars ou des filles, je ne sais pas, on les connaît pas, enfin, on en connaît certains, qui se tapent environ 250 restos chacun, plus les inspections des hôtels. Donc, c'est matin, midi et soir. C'est en tout cas, du temps plein. Midi et soir, du temps plein. Michelin, au lieu d'avoir un système de notes, parce que le système de notes de Gomio, il associe de pratique qui permet vraiment la nuance, parce qu'il y a des demi-points. Voilà, etc. Chez Michelin, c'est soit tu as une étoile, soit tu en as 2, soit tu en as 3, soit tu n'as rien, mais ça fait une grosse centaine d'établissements en tout. Soit il y a les bibes gourmands. Et c'est tout. Sinon, c'est juste la mention et les fourchettes qui donnent le standing du restaurant. Donc, il n'y a pas de place pour la nuance.
En revanche, d'après, alors là, on sait, le truc qu'on sait jamais chez Michelin, c'est combien ils sont. On sait pas. Il y en a un qu'on connaît, c'est le directeur, Werner Lunz, parce qu'on le voit, il donne des interviews, etc. Il réagit même sur Facebook. Mais le passage de 2 à 3 étoiles, c'est ça qui a posé un petit peu par problème mes questions cette année. Le passage de 1 à 2, il semblerait qu'on appelle des inspecteurs aussi internationaux et qu'il faut un principe d'un accord collectif de tous les inspecteurs pour upgrader. Ce qui explique, selon Werner, qui a donné une excellente interview à notre confrère Hubert RN de La Libre, il lui a dit « Ah bah oui, mais par exemple, on est allé 12 fois chez David Martin et c'était pas concluant. On est allé 6 fois chez Bonbon, c'était pas concluant pour la 3e étoile. » On le laisse dire, on n'y était pas, nous. Hein. D'accord ? Alors, est-ce que, la grande question, est-ce qu'on a vraiment oublié Bruxelles et la Wallonie au Michelin ? On peut le dire, bah oui. Alors, écoutez, d'abord c'est leur guide, ils en font ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Mais enfin, vous avouerez quand même que c'est très communautaire à nouveau ce classement. D'ailleurs, il y a eu un très bon article hier, je ne sais plus dans quel journal, il disait que quand même les appuis politiques en Flandre et toute cette communauté qui pousse les chefs flamands jouent beaucoup dans le classement. Disons, oui, mais dites, les Wallons, ils n'ont pas rien eu. Hein. Génération W, c'est aussi soutenu par les deniers publics. Hein. D'accord, enfin, donc il y a une force de frappe du côté mais alors ce qui se passe, c'est que la Flandre met des moyens pour faire en sorte que les foodies internationaux viennent et les journalistes internationaux viennent en Belgique. Mais vous savez que parmi les meilleurs clients des restaurants wallons, il y a qui ? Les Flamands, hein. C'est-à-dire que donc, moi, en tout cas, là, je donne mon avis, mais je refuse de voir la Belgique comme un ensemble communautaire. Je regarde les étoiles qui ont été données sur la Belgique, les points qui ont été donnés sur la Belgique, et je regarde que les mangeurs vont de chaque côté. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, effectivement, c'est une question, et la question a d'ailleurs beaucoup énervé Werner Lunz, le directeur de Michelin, parce qu'il dit, regardez, peut-être que si ça bouge pas vraiment en Wallonie, regardez notre guide concurrent, il a fait ce commentaire-là sur Facebook, notre guide concurrent, le Goemio, il a trouvé comme chef de l'année wallon un Wallon qui a déjà 30 ans ou 35 ans d'expérience, donc pas un jeune percheron de l'année. Il y a quand même des questions qui taraudent l'esprit des gourmands, c'est de voir que par exemple quelqu'un comme Éric Martin, de la Maison Le Monnier, est systématiquement, qui a été dégradé il y a 3 ans, il ne retrouve pas son étoile. Il y a des chefs qu'on aime bien, alors on aurait envie qu'ils soient étoilés, je sais pas, moi je pense au chef Diffels de Esneux, mais moi je l'aime bien, mais moi je suis pas le guide Michelin, donc j'ai pas vocation à... Enfin bon, Christophe Hardicès, 19,5 sur 20 au Gault et pas la 3e étoile au Michelin. Là, ils disent qu'ils y sont allés 6 fois. Moi, je ne peux pas y aller à leur place. Hein. Moi, je voudrais quand même faire réagir Michel Verlinden. Vous êtes critique gastronomique. Oui. Quel regard vous portez sur... moi, ce qui m'avait fort intrigué, en fait, c'est moins le Michelin, moins les étoiles que les bips. Il n'y a pas un seul bip à Bruxelles, pas un seul nouveau bip. Non, pas de nouveau. Comment est-ce possible? Les bips, c'est meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Ça m'intrigue. Oui, mais alors attention qu'il y a quand même cette histoire du menu à 37 €. Par exemple, je vais prendre un exemple. Un restaurant que vous connaissez, je pense, Michel, Origine. Ouais. Hein, c'est sympa, on aurait envie qu'il ait bip gourmand. Absolument. Mais il a tapé le menu à 38. Donc voilà. Alors un autre et d'autres qui font pas des menus. J'ai visité cette semaine le Transvaal. J'ai trouvé ça formidable au niveau bistronomique. Je déteste le mot, mais c'est formidable. Mais il n'y a pas de menu à 37. Non, donc il n'est pas dans les codes. Je sais pas. Dans la grille, c'est possible. Mais justement, nous avons Michel Verlinden qui est critique gastronomique. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Michel, mais les critiques, et moi aussi je fais ça un petit peu aussi sur le côté pour gagner ma vie. Nous ne sommes pas des guides. Hein. Nous n'avons pas le guide. Il applique une méthodologie, il recueille une somme d'informations, il la digère et il accumule toutes les expériences de gens qui font chacun 70, 100, 200 restaurants par an. Or que le guide, donc, il essaye il prétend avoir une méthode, disons, qui tend vers une certaine, et je mets des gros guillemets, objectivité. Le critique gastronomique, Dieu merci, il est subjectif et il est suivi ou pas par ses lecteurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis absolument d'accord, et ce que je trouve intéressant, c'est que Michelin, somme toute, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est une vision de la gastronomie parmi tant d'autres. Voilà. Mais qui somme des infos. Là où on a parfois des doutes, c'est on se dit, s'ils ne sont pas assez nombreux, les inspecteurs, alors évidemment, tout ce système risque de prendre un peu de plomb dans l'aile, et je mime l'oiseau. Oui, c'est très bien d'ailleurs. avec brio. Dites-moi, Carlo, cela étant dit, la concurrence des sites, on pense à TripAdvisor, etc. Aujourd'hui, on peut quand même avoir un petit peu peur pour ces guides, les guides de papa, version papier. Je ne crois pas. Non. Alors, je ne crois vraiment pas. Alors, on va faire 2 choses. TripAdvisor, puis on parle vite des bloqueurs. TripAdvisor, il faut savoir qu'il y a du fake dessus. Donc, il faut se méfier. Il faut apprendre à le lire.
parce qu'il faut repérer les bons TripAdvisoristes et les mauvais. Vous savez qu'il y a des agences d'e-réputation qui vendent des commentaires. C'est ça, donc on envoie des faux commentaires. Oui, et il y a des agences qui ont de la morale. Au niveau des blogueurs, c'est pareil. Il y a des blogueurs excellents, des blogueurs qui ont vraiment une morale et une éthique. Et puis, il y a des blogueurs, et comme des journalistes d'ailleurs, c'est pas qu'ils n'ont pas de morale, il ne faut pas dire ça, mais tout simplement, on peut les suivre à la trace du communiqué de presse. Vous voyez arriver le communiqué de presse, et puis après, vous voyez les articles. Et donc, voilà. Alors, en général, ce sont des articles qui ne sont pas hyper intéressants. Donc, ce qu'on trouve sur Internet, c'est bien, ça peut être intéressant, ça aide à se forger une idée, mais la somme de travail d'un guide, si tant est que le guide garde leur éthique et garde vraiment le nombre d'inspecteurs qu'il faut, c'est super important, bien, apporteront toujours un éclairage. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour faire exactement la même chronique où on dira exactement la même chose. Il n'y aura qu'à changer les noms. Bon, allez, peut-être le chef coup de cœur qui mériterait. Oh, quelques-uns, mais c'est absolument subjectif. 30 secondes. Moi, je dis ceux que j'ai envie d'aller rencontrer. Côme des Rameaux, je suis jamais allé à une de Wulf. J'ai très envie de faire chambre séparée, même si c'est hors de prix. Et il y a tellement de règles pour aller dans ce resto. Cuisine entièrement à la braise. Oui, c'est ça. Il y a tellement de règles. Tu dois arriver à telle heure, tu dois t'habiller de telle manière. Réserver qu'à deux, non? Oui, on peut réserver qu'à deux. Vraiment, il charrie, mais bon, on a envie d'y aller. David Martin, quand même, on l'aime beaucoup. Il fait un travail magnifique. Tout ce qu'il a ouvert fonctionne. La paix, mais aussi les autres choses. Moi, je reste fan de Christophe Hardikès. J'ai eu un gros coup de cœur cette année à Anvers pour Véranda. Ils ont mis un logo interdit au Michelin à l'entrée. Et alors, c'est clair au moins. La cuisine de bistrot ne s'est jamais aussi bien portée, je trouve. Alors, moi, j'ai quelques coups de cœur. Je les donne en vitesse. On les connaît. Je les ai déjà donnés. C'est Stéphane Sherman à Charleroi, Harold Bourgeois à Waterloo avec Little Paris, Vincent Thomas avec le Wine Bar des Marolles. Et j'y ajoute le Transvaal de Raphaël. Mais on est tout à fait d'accord. Eh bien, voilà. Mais voilà, c'est subjectif. Et vous savez quoi, cette liste. Vous savez quoi, oubliez tout et branchez-vous tous les samedis sur Bientôt à table. Bien sûr. Les bons filons, c'est ici que ça se passe. Un peu de musique avec J.J. Johansson, Bury the Hatchet. C'est tout de suite juste après. Partons à la découverte de nos artisans fromagers belges. Let's stop fighting, let's stop arguing, resolve this quarrel and make peace. Can we bury the hatchet and become friends again? Stop complaining, criticizing, start forgiving and move on. Can we bury the hatchet and become friends again? Let's open up and start listening to each other. Express our feelings eye to eye. There's nothing wrong in asking for forgiveness. Make us priority number one. Let's stop fighting, let's stop arguing, solve this quarrel and make peace. Can we bury the hatchet and become friends again? Kiss and make up, end this breakup, reunite and reconcile. J.J. Johansson avec un morceau de fromage made in Belgium, Carlo. On peut mourir après ça. Oui, on peut mourir. Arrêtez de dire des bêtises. Voilà. Oh, dites-moi, un petit plateau de fromage qui passe sous mon nez et Carlo qui s'en empare. Cherchez l'erreur. C'est quoi ça? On dirait du caprice de Dieu. C'est quoi? Fromage d'artisan en Belgique, c'est le nouvel ouvrage que l'on doit à Michel Verlinden, venu avec ses lunettes de soleil. C'est pas de la coquetterie, c'est parce que justement vous êtes critique gastronomique et vous aimeriez garder
L'anonymat. Le plus possible. Vous avez commis cet ouvrage, Michel, avec Julien Hazard, notre fromager affineur. Disons carrément que sans Julien Hazard, il n'y aurait pas de Exactement. Un road trip à la découverte de nos artisans. Je vais vous pomper une petite phrase que vous écrivez d'entrée de jeu, les concernant. Des hommes et des femmes, leur charlotte sur la tête et bottes en caoutchouc, des hommes et femmes qui pourraient passer pour des vies minuscules, des parias, à qui il est demandé de ne pas compter leurs heures et surtout de produire à prix plancher. Non, ce sont des seigneurs, des blancs chevaliers, des princesses, des écuyers, s'organisant en famille avec les moyens du bord, et puis les porte-étendards, des résistants qui œuvrent au maintien des productions au lait cru, dans un monde aseptisé, tout pasteurisé. Je crois qu'en cette phrase, vous avez bien résumé et les personnages et leur philosophie, finalement. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu d'avoir devant moi des résistants. Il faut savoir que beaucoup des gens qui travaillent le fromage le font aussi parce que le lait est devenu une matière très peu valorisée. On sait que ça coûte parfois plus cher à produire qu'à la vente. Et donc, faire du fromage, c'est une manière de redorer le blason de cette matière première merveilleuse. Et les gens ne ménagent pas leurs efforts pour le faire. Ouais, c'est vraiment... Un an de balade par Mons et par Vaux avec Julien Hazard. Julien, comment est-ce que vous pourriez résumer notre patrie fromagère ? Parce que entre la Belgique d'il y a 30 ans et aujourd'hui, on n'a plus du tout affaire au même paysage fromager, hein ? Non, absolument pas. Il y a vraiment un renouveau. Il y a beaucoup de gens qui se lancent justement dans la fabrication du fromage pour rentabiliser le lait. Parce qu'ils ne gagnent pas assez en vendant leur lait. Et puis voilà, c'est une manière de rentabiliser le lait. Et on a beaucoup de petites fromageries, fermes, qui se sont lancées les dernières 20 ans dans la production de fromage. Et naturellement, parfois, la qualité est aléatoire parce qu'ils se lancent, ils n'ont pas la connaissance. Il faut être honnête, on n'est pas... historiquement une patrie de fromage. On n'a pas une histoire et on n'a pas tous ces AOP. On n'a pas 500 AOP. Oui, bien sûr. Et donc, les petits fromagers ne peuvent pas retomber sur toute une filière d'un fromage AOP où il y a des conseils techniques, où il y a des conseils pour la valorisation, pour les animaux également. Et donc, ils doivent tout apprendre eux-mêmes. Et puis au début, naturellement, ça peut être un peu difficile. Ça peut être, on tatillonne au début, voilà, c'est ça. Mais la plupart de ces fromages, de ces néo-produits de terroir belge, comme j'aime bien les qualifier de temps en temps, se font au lait cru. Ça oui, absolument. Il y a vraiment un renouveau de la filière lait cru. Le paradoxe de la Belgique, on le reprend à chaque fois, c'est que notre seul AOP est à 96% fait à partir de lait pasteurisé, le fromage de Herve, mais que le renouveau en Wallonie et en Flandre se fait autour des fromages au lait cru. Non, absolument. Ils décident de vraiment travailler le bon, leur lait de leur propre ferme, au lait cru, sans pasteurisation. Et c'est tout leur honneur. Mais c'est vrai que maintenant, les fromagers que nous avons mis dans le livre avec Michel sont souvent des fromagers qui ont quand même une certaine expérience, une certaine régularité. Et il y a encore d'autres qui ne sont pas dans le livre, parce qu'il y en a beaucoup qui, eux aussi, commencent à faire du très très bon travail. Et voilà. Des producteurs amoureux fous de leur terroir, qui essaient de remettre des vaches dans les pâtures, de leur donner de la nourriture de qualité. Très joli exemple avec Nathalie Torré, qui est avec nous par téléphone. On aurait bien voulu l'avoir parmi nous, mais le boulot n'attend pas. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Alors vous êtes la productrice du Sarté, un fromage fermier. On est à Sarre-l'Espa. On est où exactement, Nathalie ? Mais juste à côté de la ville de Spa, donc au pied du plateau des Hauts-de-Fagne. Vraiment juste à la frontière, avant les Hauts-de-Fagne. Alors, Michel dit de vous, vous êtes une aristocrate, une vraie, dont ni les bottes en caoutchouc, ni la boue n'entachent la noblesse. Et quand même, c'est pas mal ça. Oui, oui, pas mal, oui. Racontez-nous, Nathalie, comment est-ce qu'on devient productrice de cette pâte fromagère qui ressemble un petit peu à du comté, est-ce que je peux le dire ? Mais on est dans la famille des gruyères, donc on est vraiment sur une pâte cuite. Donc comment est-ce qu'on devient fromagère
en pâte cuite, fromagère tout court. Moi, je vais dire au départ, mes parents sont fermiers, agriculteurs, et c'est un petit peu ce que vous venez de dire. Le lait à la laiterie, ça ne rapporte plus, donc on essaye de trouver des solutions. Mais je suis aussi compagne d'un fromager, et donc le lien devait se faire entre les deux. Il manquait un maillon dans la chaîne, et je fais le petit maillon, je vais dire. Le petit maillon. Mais alors, à un moment, il faut se dire, bon, je me lance dans l'aventure, il faut d'abord la formation. Vous êtes parti découvrir comment est-ce que l'on élabore des fromages, en Suisse notamment ? Voilà, je suis d'abord partie en France, dans le Jura, pour tout ce qui était la partie théorie et pratique, pour vraiment découvrir quel type de fromage avec lequel j'accrochais. Moi, je pense que c'est très très important de trouver un fromage avec lequel on se marie, je vais même le dire comme ça, on se marie avec son fromage. Et à partir de ce moment-là, comme dans tout bon mariage, il y a des hauts et des bas, mais on fait tout pour que ça dure. Voilà, et moi, je vais vraiment dire, c'est en Suisse que là, j'ai eu la révélation de me dire, c'est ce type de fromage que je voulais faire et pas un autre. Oui, c'était bien clair dans mon esprit. Vous aviez découvert à cette occasion l'élaboration de l'Etiva, un fromage d'alpage, et là vous avez dit, je vais me lancer dans l'aventure. Donc c'est un troupeau de vaches aujourd'hui que vous avez. Racontez-nous, elles sont en pâture, elles mangent quoi, et en quoi le terroir est si important pour ce fromage du Sarthe ? Voilà, donc quand j'ai été pour apprendre pour faire l'Etiva, donc c'était des structures familiales avec leurs troupeaux. Et donc ce qui est très important, c'est que leur bête pâture et le fromage vraiment a le goût de leur terroir. Donc moi je me suis dit, je vais faire la même chose ici en Belgique. Je vais avoir mon troupeau de vaches. Donc dans mon troupeau, j'ai des Montbéliards, j'ai des Fleckvies, j'ai des petits rouges de l'Est. J'ai vraiment un mélange de troupeaux. Parce que moi, ce qui est important, c'est l'unité du troupeau, c'est que les vaches s'entendent bien ensemble et qu'elles aient un bon rendement, mais tout ensemble. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe même au niveau du troupeau. Donc moi, c'est que... Pardon. Non, je voulais juste vous interrompre. Permettez-moi de vous interrompre 2 secondes. On a effectivement un terroir particulier, mais on a un climat qui est très différent de la Suisse ou du Jura. Notamment, l'été, il pleut beaucoup plus chez nous. Je sais que vous faites du fromage d'été. Alors, comment est-ce que vous compensez ça, ou comment est-ce que vous gérez ça au niveau de la faute du goût, ou simplement vous acceptez la différence du goût qui naît de la différence du climat ? Voilà, on accepte la différence de goût. Maintenant, moi, mes vaches vont uniquement pâturer. Donc, on a assez de pâturage pour nos vaches. Et donc, elles vont tourner sur des pâtures qui sont autour de la ferme. Et elles vont rentrer matin et soir pour se faire traire. Mais elles n'auront que, on va dire, l'appât pour venir se faire attacher le temps de la traite. Autrement, elles n'ont rien d'autre. Elles n'ont pas de maïs, pas de soja, pas de complément extérieur à ce qui est à la ferme. Et donc, on va vraiment aussi se dire qu'à des moments, il y a moins d'herbe en pâture, donc du coup on a moins de lait, donc du coup moins de fromage, mais ça on vit avec les fluctuations de la nature. On est vraiment, on dépend de la nature, point. Alors je voudrais faire réagir Julien Hazard, notre fromager affineur. Vous avez apporté évidemment une petite dégustation, on va goûter tout ça, Carlo. J'ai déjà goûté. Comment est-ce que vous pourriez qualifier ce fromage, le Sarthe, qu'on trouve d'ailleurs dans de très nombreux magasins, on en parlera tout à l'heure? C'est un fromage assez unique pour le paysage fromager belge. J'en connais pas beaucoup, ou très très peu même, de fromage à pâte pressée cuite, type fromage de montagne. Il est légèrement alvéolé en pâte. Il est encore jeune pour l'instant parce que Nathalie produit uniquement en été, elle ne produit pas beaucoup, et puis il y a une grosse demande, donc il faut un affinage minimum de 5 à 6 mois, et donc celui-ci a 6 mois, et en goût, on a quand même ce côté rond, floral, lactique encore. On n'est pas encore sur des notes très puissantes qu'on peut retrouver parfois sur des vieux comtés ou vieux gruyères. Mais ça, c'est une question d'affinage, en fait, c'est ça ? Oui, mais aussi la différence entre Nathalie et par exemple les vraies gruyères qu'on connaît, pas l'Etiva, mais les gruyères, c'est que les gruyères sont saumurées. Et donc prennent plus de sel au début. Nathalie fait encore tout à la main, et donc elle frotte le fromage. Plus comme le comté. Alors. Plus comme le comté, mais l'Etiva, c'est la même chose. Frottage du sel à la main. Et donc, on rentre un petit peu moins de sel dans le fromage, donc ça goûte déjà un petit peu moins puissant qu'un gruyère classique. Mais sinon, pour un fromage de 6 mois, c'est très plaisant. Ça a ce côté... Mais je vais goûter. Michel, vous me passez un petit morceau, là, parce que quand même... c'est ce côté floral, lactique pour l'instant.
Et moi, je me fais un plaisir maintenant de les affiner et j'attends véritablement. Mais je suis très curieux de goûter la version hasard, si vous arrivez à l'amener à 12 mois. Eh bien, ce que ça pourrait donner. On a, je crois, commandé assez pour pouvoir avoir un stock et pour avoir des fromages, espérons-le, début du printemps prochain, qui auront alors oui, parce que très important ça, vous êtes un fromager affineur. Affineur, ça veut dire que vous allez permettre aux fromages que vous achetez vous allez les laisser s'affiner. On va encore continuer à travailler le fromage et donc à soigner le fromage que Nathalie nous a fourni. Et donc, on va les mettre dans nos caves et puis on va également régulièrement les refrotter parce qu'ils sont un petit peu attaqués par des cirons et donc il va falloir... Des quoi ? Des cirons. C'est quoi ça ? Ce sont des petits acariens fromagers. Ah d'accord, mais il faut l'expliquer, hein. Nous on n'est pas des pros. Des bestioles, ne faites pas peur aux gens qui nous écoutent. Des cirons. Voilà, et donc c'est en fait des petits acariens qui se mettent sur la croûte et qui mangent la croûte. Ah d'accord. Mais c'est typique pour tout ce qui est pâte dure. Oui, bien sûr. Et donc ça crée une poussière de fromage. Et donc, c'est bon parce que ça travaille sur la croûte, mais il ne faut pas non plus en avoir de trop parce que sinon, ça mange le fromage. Mais là, pour en venir au sarté que nous dégustons, on sent effectivement de la jeunesse, beaucoup de jeunesse, mais c'est déjà effectivement très complexe en bouche, hein, Michel Verlinden. Oui, moi j'adore ça. Ouais. On boirait quoi avec ça, Carlo ? Un blanc un peu oxydé, un savagnin ou même un chardonnay du Jura. Pas mal. Toujours la même histoire, ou même bière. Un blanc, ou même une bière. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je le goûte à 3 ans d'intervalle. Et je trouve ça assez bon, mais j'ai comme un tout petit frein à trouver ça aussi bon que les équivalents montagnards. Mais en même temps, je salue le travail. Vous voyez, je suis un peu. C'est pour ça que je suis très curieux, Julien, de goûter votre version quand il aura eu le temps de s'affiner un peu plus longtemps. On va faire. C'est vrai que il faut aussi comprendre, hein, et c'est ça aussi. Nathalie qui produit l'été, eh bien, elle n'a pas des caves immenses. Et donc, c'est vous qui allez faire le travail. Mais donc, il faut qu'elle vende sa production pour refaire de la place pour le printemps de l'année d'après. Mais alors, moi, je voudrais demander à Nathalie. Nathalie, vous m'entendez toujours ? Oui. Là, on entre dans la période hivernale, donc vous faites quoi là pendant ces prochains mois ? C'est repos, c'est Dolce Vita ? Elle dort. Oui, je dors. Ouais. Je dors tout le temps, j'hiberne. Non, mais il faut bien se dire que l'affinage continue. Ouais. Donc, c'est toujours un affinage de minimum 6 mois. Donc, ceux qui ont été faits ici fin octobre, on est au moins jusqu'au mois d'avril, voire plus loin. Ça dépend toujours de la demande. Et puis, les vaches sont toujours là quand même. Hein. D'accord, oui, doit être toujours Donc, il faut quand même toujours continuer à s'occuper des animaux et préparer aussi la prochaine saison parce qu'il y a tout à remettre en place. Évidemment. Pour l'année prochaine. Voilà un très très joli parcours. Nathalie Thoré qui nous produit ce magnifique sarté, un très joli fromage à découvrir dans de très nombreuses fromageries, hein, Julien. Ça se trouve pas en supermarché évidemment, mais voilà. Il y en a pas tellement. Ouais. Voilà. Il faut quand même trouver, mais je crois chez les crémiers fromagers spécialisés, c'est vraiment un fromage qu'on retrouve beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Nathalie et très très belle journée à vous, bonne continuation. À vous aussi. 11h midi. Bientôt à table sur la première avec Sophie Mouls. Vous êtes très nombreux à réagir à notre thématique du jour et nos fromages d'artisans en Belgique. Gilbert qui nous dit, avez-vous déjà goûté la mozzarella de Neuchâteau ? Oui, bien entendu. Bufflarden, c'est une mozza élaborée à base de lait de bufflone, hein, Michel Verlinden. Oui. Et c'est un très très joli produit, un néo-produit de terroir, comme on les aime. De nombreuses réactions, Hélène, qui voudrait en savoir plus sur les productions fromagères de bleu. On produit des fromages bleus en Belgique contre toute attente. Il y en a un qui est très connu, c'est le Grevenbroecker, n'est-ce pas, qui a été élu il y a quelques années meilleur fromage d'artisan au monde. Au monde, oui. Ouais. Et on a d'autres choses qui se produisent en bleu. Oui, mais on a beaucoup. Les précurseurs sont les fromagers à Gand, hein, Tinkelspel, qui eux ont été dans les précurseurs aussi dans la production bio, qui font le pas de bleu, qui maintenant est une assez grosse fromagerie déjà, mais
qui se vend surtout en petite filière, les magasins bio et les crémiers, qui font un bleu assez puissant. Grevenbroecker, donc bien connu. Donc on est dans le Limbourg. Là, dans le Limbourg, mais dans le fin fond du Limbourg. C'est presque la frontière. C'est le Limbourg quand même. Hein. On est près de la frontière avec la Hollande et la province d'Anvers. Ouais. Mais sinon, la fromagerie du Groschen fait également des bleus. On n'a pas réussi à tous les mettre dans le livre, mais Fromagerie du Groschen fait le bleu d'Adèle. Le bleu d'Adèle. Ouais. On a le... Peter de Croc, ça c'est un chouette... c'est un joli portrait dans ce livre. Super. Michel Verlinden. Encore une belle histoire. Moi, sur ce livre, ce qui m'a vraiment plu, c'est de raconter les histoires, parce qu'il y en a d'extraordinaires. Et là, celle d'un flamand qui... Louvaniste. Je ne sais même plus. Il est louvaniste? Mais il me semble... Parce que c'est un fromager qu'on a eu l'occasion de rencontrer, Carlo, dans cette émission et pour notre livre. Mais... Il a travaillé chez Monsieur Lazen, où j'ai travaillé aussi. Ouais. De mémoire, il avait des brebis sur la plaine de Torhout-Werther, c'est ça? Absolument. Et puis, il s'est installé dans les Ardennes. C'est génial de faire ça, quoi. Et il affine des fromages bleus dans des ardoisières, c'est ça? Absolument, ouais. De Bertry. Bertry, ouais. C'est génial comme démarche, ça, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. C'est une pratique qui est assez prisée. Et aussi à Fizennes, comment s'appelle-t-elle Le Murin, fromagerie des Tourelles, qui eux font une tome, elle aussi affinée dans des... Les grottes d'Othon. Ouais. Les grottes d'Othon. Ouais. Et là, le bleu que vous nous avez amené, messieurs, c'est quoi? Ça, c'est le pas de bleu. Quel spell? Parce que je l'ai goûté cette semaine-ci. Et t'as bien goûté. Et il a très bien goûté. Alors je me suis dit, on va prendre du bon. Et quoi? Ça vaut les grands Roquefort ou les bons Stilton? C'est autre chose à nouveau. Mais c'est tout à fait différent, naturellement. Ouais. Chaque bleu a son style. On ne peut pas comparer un Stilton qui est beurré, qui est puissant, mais pas trop puissant et pas trop salé. Le Roquefort qui a justement ce goût de brebis typique. Ouais. Ici, on est plus sur un côté plus puissant, plus bleu d'Écosse, plus ce côté un peu piquant, mais bien fait avec c'est du lait d'été. Hein. Il a environ 2 mois d'affinage et donc on a quand même un goût puissant, mais on goûte ce côté lait d'été. Caroline nous envoie un petit message en disant merci à vous, bientôt à table. Je vous idolâtre, Carlo. Elle nous dit surtout merci de nous rappeler. J'en ai pris 2, hein. Merci de nous rappeler à quel point il est important de remettre de la saisonnalité dans les fromages. C'est-à-dire qu'un lait d'été ne donnera pas la même croûte qu'un lait d'hiver, n'est-ce pas, Julien Hazard? Et vous nous avez déjà parlé depuis le début de cette émission. C'est le même fromage, mais 2 fromages différents, en fait, selon la saison. Oui, parce que justement, quand les vaches ou les brebis ou les chèvres peuvent être dans les champs, manger les herbages, manger les fleurs, ça va donner du lait tout à fait différent. Ouais. On est ce qu'on mange. Ce qu'on mange. Et c'est particulièrement vrai avec ces productions au lait cru que vous nous présentez là ce matin. Le pas de bleu, là, il envoie sa race. Hein. voilà, le pas de bleu. Très, très bon. Sophie. Oui, je comprends qu'il était bien. Je vais goûter puisqu'il envoie sa race. Carlo. Tant au niveau de la structure que de la puissance. Il est très fondant, il est puissant mais pas trop salé. Puissant, ferme, fondant, pas trop salé, effectivement. Vraiment. Oui. Oh là là. Je confirme, il envoie sa race. Voilà. Et alors, donc, ce fromage-là, rappelez-nous, c'est le pas de bleu. Pas de bleu à Gand, fromagerie de Hinkelspel. Hinkelspel. Hinkelspel, c'est aussi une chanson de Noël, Hinkelspel. Non, c'est beaucoup plus cérébral que ça. Mais Michel va expliquer parce que c'est vraiment une belle histoire et c'est ça qui était beau, je trouve, dans notre livre, c'est que moi, je connaissais les fromages par la vente, par le goût, et j'en avais déjà rencontré la plupart, mais on est retourné avec Michel et là on a vraiment écouté ses producteurs et Michel a parfois les questions encore plus pertinentes que je les ai pour faire parler les gens. Parce qu'il y avait le technicien passionné et le poète. Voilà. Mais parce que pas mal de questions. En réalité, ça vient de la Marelle, c'est le jeu de Marelle, et c'est une nouvelle de Julio Cortázar. Et il faut lire le bouquin, mais on explique un peu quel est le lien entre les deux. Non, rien. Pas mal de questions aussi sur nos productions de fromage de chèvre. Ça, c'est assez connu. Hein, mais il y a quand même quelques coups de cœur que vous avez égrenés dans ce livre, notamment la chiquetterie. Oui. La chiquetterie, ça renvoie... C'est quoi ce nom? C'est étonnant. Mais je sais plus, il me l'avait expliqué, le chiquet, je sais plus ce que c'était. C'était pas un petit alcool, comme on est près de la France, et un petit alcool de contrebande que les Français venaient... On est à
En affriture. Oui, Vresse sur semois en fait. Ouais. Et là, c'est aussi une belle histoire. C'est un peu comme Peter de Kock, ce sont des néerlandophones, des Flamands qui sont venus s'installer dans ce coin-là. Et en fait, au début, ils ont un peu été ignorés par tous les gens autour. Et ils sont en fait pas enflammés. Voilà, exactement, c'était vraiment ça. Et puis ils ont tendu vers l'autosuffisance. Et en fait, le père avait appris tout petit les herbes et la botanique dans un jardin de curé, et il a répercuté ça autour de sa maison. Donc il y a un jardin là, il faut aller voir là, cet endroit, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où on peut manger les fromages, donc on fait d'une pierre deux coups. Et son fils, lui, a un petit troupeau de chèvres, et il travaille le chèvre, là, plus ou moins frais. Et il y a aussi un bar. Et il y a un bistrot. Il y a un très bon bistrot où on boit de très bonnes bières. Donc là, on est à Nafriture, rue d'Oudremont. Si vous allez vous balader dans le coin, ça s'appelle la Chiquetterie. J'aime beaucoup le nom, mais on peut pas l'oublier au moins. Et là, ils produisent de très très jolies pâtes de chèvre. Mais donc finalement, pour en conclure avec ce joli road trip, on aurait pu évoquer tellement d'autres producteurs. Julien Hazard, si on le souhaite faire une cheese party made in Belgium, c'est aujourd'hui possible. On a de toutes sortes de fromages, des chèvres, des croûtes lavées. Et c'est pour ça qu'il y a certains producteurs qui ne sont pas dans le livre, parce qu'on a dû faire un choix par rapport aux familles de fromages. Il fallait pas uniquement des pâtes dures ou uniquement des chèvres. Donc on a vraiment des fromages de chaque famille. On a des chèvres, on a des pâtes dures, on a des croûtes fleuries, des croûtes lavées et des bleus. Et donc on peut parfaitement faire un assortiment très très varié et riche. Les photos magnifiques de votre livre, c'est qui ? Alexandre Bibot. Voilà. Ouais, il faut lui rendre hommage parce qu'il fait un boulot. Ça met en valeur justement ces artisans, sont vraiment des têtes. Voilà, Marina nous envoie un message. Ça y est, c'est décidé. Ce soir, cheese party avec des fromages belges. Donc allez renouer avec nos artisans fromagers. Allez chez nos fromagers affineurs. Ils sont nombreux en Belgique, en Wallonie. Faut y aller. C'est l'occasion de redécouvrir aussi notre terroir et faire vivre aussi ces artisans. À suivre tout sur le Japon et leur rapport et son rapport à la culture gastronomique juste après Pauline Croze. C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi, je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui, pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie, des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Pauline Croze, Samba Sarava, il est 11h46. 11h midi sur la première. Bientôt à table Avec Sophie Moons. Eh oui, fidèle au poste. Alors après avoir été découvrir nos productions fromagères en Belgique, nous partons
Nous partons au bout du monde avec Nicolas Leyman, voix bien connue de La Première, évidemment, qu'on retrouve régulièrement au Flash Information de La Première, mais aussi un gourmand. Un gourmand, oui. Un fou furieux qui nous revient d'un voyage au Japon. Un curieux gastronomique, effectivement, un voyage fascinant. Il y a plein de choses très intéressantes à découvrir au Japon. Avant de parler de la nourriture proprement dite, j'avais envie de parler de la disponibilité de la nourriture. Moi, ce qui m'a le plus frappé en arrivant là-bas, c'est le fait d'avoir des restaurants partout en rue, qu'on soit dans des grandes villes sur des grandes artères ou dans des quartiers plus résidentiels. Il y a vraiment moyen d'acheter de la nourriture street food. Street food ou restaurant gastronomique. Il y en a pour toutes les bourses, tous les budgets. Enfin, c'est vraiment la bouffe, si vous me permettez l'expression, est vraiment partout, même sur le quai de la gare où vous attendez votre train. Il y a un petit kiosque si jamais vous voulez vraiment acheter un truc avant de monter dans le train. Donc ça, c'est assez étonnant et ça s'explique parce que les Japonais ont vraiment cette culture du repas pris à l'extérieur. Donc, ils vont très facilement, très régulièrement manger en dehors de chez eux. C'est beaucoup plus fréquent que chez les Belges. Justement, cette semaine, il y a une étude qui est parue sur les habitudes de consommation des Belges. Le constat, c'est qu'on mange plus à l'extérieur, mais rien à voir avec les Japonais, où là c'est vraiment instauré vraiment dans le quotidien des gens. Une autre conséquence de ça, et ça m'a aussi interpellé, c'est le nombre de plats préparés dans les supermarchés. Il y a vraiment des rayons entiers comme ça. Chez nous, c'est assez confidentiel. Sauf que chez eux, c'est bon. Et chez eux, c'est délicieux. Vous n'avez pas peur de manger une salade ou des sushis en barquette ou ce que vous voulez, en fait, parce que c'est vraiment délicieux. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, la question du repas pris comme ça, un peu sur le pouce. Enfin, ça traduit surtout peut-être un manque de temps. Donc on mange sur le pouce, aussi, on mange beaucoup de produits préparés. Donc voilà. Les travailleurs japonais sont sous pression. On a écrit des livres, on a fait des films sur cette question. Vous les voyez d'ailleurs très souvent assoupis comme ça dans les transports en commun. C'est assez interpellant. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir manger vite et bien, rapidement. Donc c'est une partie de l'explication, c'est vrai. Alors, le revers de la médaille, Nicolas, de tout cela, c'est, et vous l'avez observé, le suremballage omniprésent. Tout à fait, parce que tous ces plats préparés génèrent un nombre impressionnant de déchets plastiques. Les Japonais sont très fans des petits emballages de chaque chose, comme ça, ils sont très méticuleux dans leur rapport à la nourriture. Mais effectivement, ça veut dire que chaque petite salade de carottes, chaque petite omelette sucrée sera emballée dans un ravier. Et donc voilà, un simple... les questions de durabilité, c'est pas trop leur truc, si je vous comprends bien. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail à faire. Et c'est vrai qu'un simple pique-nique pris dans un parc... Ils nous ont piqué tous les thons qui restaient. Oui, et au niveau durabilité. Et pas seulement, effectivement, puisque je comptais vous parler des baleines un peu plus tard, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il y a des attitudes un petit peu contradictoires comme ça. Et c'est vrai que celle des déchets, il y a un travail à faire là-dessus au Japon, c'est vrai. Alors concrètement, Nico, vous avez mangé quoi sur place ? Oui, beaucoup de choses. C'est vrai que vu d'ici, là, on dit la gastronomie japonaise ou la gastronomie chinoise et on oublie qu'il y a derrière ça une diversité au moins aussi grande que quand on dit la cuisine italienne ou la cuisine française. Il y a des différences régionales très importantes entre Tokyo, les îles du Nord et puis le Sud. Il y a parfois pas grand-chose à voir, si ce n'est quand même une base commune. C'est le riz blanc, évidemment, c'est la base de la nourriture japonaise. Moi, il y a une petite anecdote comme ça que je trouve assez édifiante, c'est dans l'avion. L'avion, on propose des snacks qui étaient mis à disposition par la compagnie. Il y avait 2 snacks possibles entre l'Europe et le Japon. D'un côté, des petites gaufres très sucrées chocolat. Donc ça, c'était pour les Européens allemands. Et puis pour les Japonais, il y avait ce qu'on appelle des onigiri. Ce sont des petits triangles, des boules de riz blanc fourrées. Là, c'était au saumon. Donc là, il y avait vraiment toute la différence culturelle qui était visible sur un panier de snacks. Et on voyait bien que les uns préféraient l'un ou l'autre. Donc voilà, moi j'ai opté pour les 2. Donc ça donnait saumon, chocolat. C'était assez... Le choc des cultures, on vous le disait. Exactement. Et puis bon, il y a toute cette culture des currys, etc. Oui, alors ça, c'est peut-être la chose la plus étonnante, je crois. Les Japonais sont très fans de curry. Et donc c'est quelque chose qui est hérité de la colonisation britannique en Inde. Le plat ou le mélange ? Alors justement, il a été réinterprété à la japonaise, je dirais. Donc la base, ça reste le mélange d'épices curry.
qui se mange avec du riz et dans une sauce assez classique, mais beaucoup moins piquant qu'en Inde, par exemple. Et puis là aussi des variantes régionales importantes entre Tokyo et Kyoto. On le fait au porc, au bœuf. Mais le curry, c'est vraiment une institution pour certains. Les Japonais sont des grands voleurs parce qu'ils ont volé les ramen aux Chinois, par exemple. Et oui, aussi. Donc, ils ont des voleurs, on le dit avec humour. Mais ils ont volé et réinterprété pour le meilleur. Ils ont réinterprété, exactement. Ils ont amélioré toute une série de plats. Le ramen est un exemple tout à fait éclairant. Parfaitement. Nicolas, au niveau de la cuisine végétarienne, oui, ça aussi. On en est où au Japon ? Il y a beaucoup de choses à dire. Chez nous, le manger végétarien ou végétalien, c'est quoi qu'on en dise, ça reste quand même un phénomène marginal et assez récent. Un gros fout ta gueule. Voilà, oui, ça c'est vous qui le dites. Il est déchaîné aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Mais... Là-bas, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus traditionnel et ancré dans les mœurs. Ça vient en fait de la spiritualité bouddhique. Donc il y a vraiment ce courant végétarien qui est lié à la spiritualité, tout simplement. Donc l'idée de ne pas manger, de ne pas générer de souffrance dans le monde animal. Et donc la cuisine végétarienne est très développée. Il y a un ingrédient que moi j'avais envie de mettre en valeur ce matin, c'est le yuba. C'est un ingrédient inconnu complètement chez nous. C'est fascinant. C'est la peau du tofu, donc qu'on fait en faisant bouillir le lait de soja. Voilà, et se forme une pellicule comme ça sur le haut de votre récipient qu'on va récolter. La crème du tofu. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Et ils mangent ça comment ? Alors ça a l'apparence, c'est vraiment une vieille peau fripée comme ça, couleur beige. Faut vraiment l'imaginer. Mais ça a le goût du tofu, la texture du tofu pour ceux qui connaissent. Et ils mangent ça comment ? Alors là, moi je l'ai goûté une seule fois, donc je sais pas comment on le goûte d'une façon générale. C'était une feuille, simplement, du riz blanc emballé dans cette feuille de yuba, donc très étonnant. Le yuba. Et le cliché des sushis, forcément on l'associe au Japon. Est-ce qu'il est vrai ? Est-ce qu'il est un peu exagéré ? Vous ne pouvez pas passer à côté, évidemment. Écoutez, moi je pensais en voir à tous les coins de rue, pas tant que ça finalement. J'ai quand même goûté, j'ai été confronté à un dilemme éthique. Je voulais quand même le mettre sur la table ce matin parce que le Japon est un des derniers pays où on peut manger de la viande de baleine. Alors avec tout le problème que ça peut poser, puisque l'espèce, les différentes espèces de baleines sont menacées aujourd'hui, et le Japon se retranche derrière des arguments scientifiques. C'est pour la bonne cause, c'est pour l'étude. Et puis la tradition. Puis après, on les met sur le marché. Donc voilà, j'ai goûté cette viande par curiosité. C'était peut-être la première et la dernière fois. C'est effectivement très bon. Ça fait penser à un bœuf de mer. Donc on rappelle que c'est un mammifère et pas un poisson. Donc c'est délicieux, mais aussi délicieuse soit cette viande, je pense que ça ne vaut pas la peine de se ruer dessus. Donc ça, c'était un petit peu pour le petit clin d'œil. Voilà, et donc, vous en gardez quoi de ce voyage ? J'en garde que des bonnes choses, évidemment. J'invite tous ceux qui rêvent d'y aller à franchir le pas. On aurait pu parler de tellement d'autres choses. Oui, et surtout le rapport au fromage, c'est compliqué. Le rapport au fromage, c'est vrai qu'ils ne sont pas hyper fans. Ça commence à se développer. Ça vient. Ils sont très fans de l'Europe, évidemment, en miroir à la fascination que nous, on peut avoir. Et du Beaujolais, Beaujolais nouveau. Effectivement. Voilà, les amis, on vous a fait découvrir ce qui se mange et ce qui s'apprécie à travers le monde aujourd'hui. Mais je pense que le maître mot du jour, ce sera renouons avec nos fromages Made in Belgium. Michel Verlinden, Julien Hazard, merci beaucoup. Fromage artisan en Belgique, c'est publié aux éditions Racine. Nicolas, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Et puis Carlo, la semaine prochaine, ode à la boulette, la ballocus. Les boulettes. Les boulets. Voilà, ce sera cadeau pour vous la semaine prochaine. À suivre les infos, la météo et Transversal. Excellent samedi à tous.